Ne-am dorit foarte mult ca această discuție să fie interactivă, ne-am dorit foarte mult să putem obține de la oaspetele nostru, domnul Serge Latuș, cât mai multe păreri, cât mai multe unghiuri pe subiecte pe care sunt convins că pe fiecare dintre noi le frământă poate într-un mod ușor diferit. Și nu în ultimul rând, aș vrea, sper, să naștem un apetit sau să reînviem un apetit care odată s-a născut, odată ce am început să auzim cu toții despre dezvoltare sustenabilă, despre protecția mediului, protecția planetei și așa mai departe. Un apetit pentru a discuta acest subiect și în alte părți și a lua decizii în această prismă. Fără prea multă introducere, am să îl rog pe domnul Serge Latuș, profesor la Universitatea Paris Sud și un filozof economic, care a venit în România pentru a-și lansa două cărți pe care le aveți acolo, atât în varianta română cât și în varianta originală în franceză, într-o serie de 3 evenimente, astăzi, mâine și poimâine. Am să rog așadar pe domnul Serge Latuș să vă însoțească pe scenă și să vă salut înainte de a începe să-și expună viziunea dânsului despre acest subiect. Serge? Înainte de a îl ruga pe Serge să împărtășească cu noi subiectele care preocupă de iată mulți ani, am să invit și pe Ioana Tetelea, colega noastră, să ne însoțească pe scenă. Ioana este cofondator. Ioana este cofondator și consultant în sustenabilitate al companiei Invisible Nature, care ajută companii și instituții să ia decizii într-o perspectivă sustenabilă. Vă rog. Discuția se va purta în română și franceză. Avem traducere simultană. Dacă cumva ați ratat și aveți nevoie să luați căști, ele se află la intrare. Avem 2 microfoane care se vor plimba prin sală pentru întrebări. Iar ca format, probabil că vom trece prin prezentările noastre, iar după aceea vom deschide discuția spre sală. Vă mulțumesc, Serge, s'il vous plaît. Merci à l'Institut français pour nous accueillir, et merci pour l'édition Seneca et l'invitation en Roumanie. Je crois que le projet qui est présenté dans ces ouvrages, celui de la décroissance, est en Roumanie quelque chose d'assez nouveau. Et je voudrais dire quelques mots sur l'histoire de comment est né ce projet de la décroissance et quel est son sens, ses objectifs. Alors, en fait, tout commence en avril 2002 par un colloque organisé à l'UNESCO par une petite association dont j'étais président à l'époque, qui s'appelle la Ligne d'Horizon, et qui avait comme objectif, on avait annoncé, le titre du colloque était « Défaire le développement, refaire le monde ». Et ça a été le moment où a été lancé comme un slogan le terme de décroissance. Pourquoi? Il faut comprendre que nous sommes en 2002, donc quelques années après la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin amène la fin de ce qu'on appelait le deuxième monde. Le premier monde était l'Occident, le deuxième monde était le monde socialiste soviétique, et le troisième monde, c'était les pays du Sud. Si le deuxième monde disparaît, il n'y a plus de troisième monde non plus. Or, le développement était une initiative occidentale qui s'adressait au troisième monde, c'est-à-dire que l'Occident prétendait depuis
le fameux discours de Truman en janvier 1949, qui a lancé le développement, prétendait développer le Sud. Et à partir du moment où il n'y a plus de Sud, où le Sud est dans le Nord, où c'est le moment où on parle d'un monde unique, hein, d'un monde unique dominé par une pensée unique, et donc c'est l'époque où Francis Fukuyama sort son livre « La fin de l'histoire ». C'est la fin de l'histoire avec le triomphe du marché et de la soi-disant démocratie pluraliste. Et c'est le moment où Margaret Thatcher, qui arrive au pouvoir en même temps que Ronald Reagan, c'est la contre-révolution néolibérale, lance ce fameux TINA, There is no alternative. Alors effectivement, il y avait à la société de marché, au capitalisme, une alternative ou une pseudo-alternative qui, pendant 70 ans, avait été le socialisme. Avec la fin du socialisme réel, pour le dire comme Brezhnev, il semble qu'il n'y a plus d'alternative. Alors, c'était une petite internationale autour des disciples d'Ivan Illich, essentiellement, qui étaient des gens un peu partout dans le monde, qui sont relativement connus. Je pense à l'Indienne Vandana Shiva, l'Iranien Majid Ranema, le Mexicain Gustavo Esteva, plus un certain nombre d'intellectuels occidentaux qui avaient travaillé dans les pays du Sud, comme mon ami Sachs en Allemagne et quelques autres. Alors nous dénoncions l'entreprise du développement, la faillite du développement, comme étant une forme d'occidentalisation du monde, mais on ne parlait pas vraiment de l'Occident, parce que critiquer la croissance dans des pays qui venaient de connaître 30 années, qu'on nous appelait en France, les 30 glorieuses, 30 années de prospérité basée sur une croissance que nous ne connaissons plus, une croissance non pas à 2 chiffres comme la Chine, mais au moins 5 ou 6 points de croissance du produit intérieur brut, c'était totalement inaudible. Et à partir de 2002, effectivement, on est rattrapé par les problèmes de l'environnement qui sont pris en charge au niveau mondial, en quelque sorte, par un slogan mystificateur qui a eu un succès extraordinaire, qui juxtapose 2 mots incompatibles, le développement durable. Le développement est tout sauf durable. Et donc, le développement durable, c'était la traduction du There is no alternative de Margaret Thatcher. C'était pour l'éternité, l'avenir de l'humanité. Donc, face à ce slogan, nous avions besoin d'un autre slogan pour qualifier notre projet d'alternative, en disant il y a une alternative, elle a été travaillée depuis longtemps par de nombreux penseurs, comme André Gorz, par exemple, qui appelait ça écosocialisme, ou d'autres, Ivan Illich, la sobriété heureuse. Plus récemment, l'expert du gouvernement britannique, Tim Jackson, appelait ça prospérité sans croissance. Donc il fallait trouver une bannière. Alors c'est intéressant pour un public roumain de savoir que ce mot, nous l'avons emprunté en quelque sorte au titre d'un livre, des essais d'un très grand savant roumain, Nicolae Georgescu-Roegen. Nicolae, comme vous dites, Georgescu-Roegen, qui était un grand économiste, qui était à Harvard, ami de Samuelson, de Schumpeter, de beaucoup d'économistes. Mais il a eu le malheur d'être en même temps un grand mathématicien et un grand physicien. Et il a eu cette idée que les économistes avaient construit leur science à l'imitation de Newton, qui est la mécanique rationnelle de Newton, qui est très belle construction intellectuelle, mais qui est une construction mathématique. Les mathématiques, c'est formidable, c'est une très belle construction de l'esprit, seulement la réalité n'obéit pas aux lois des mathématiques. La réalité se passe dans un monde physique, et l'économie réelle se passe dans un monde physique,
On utilise des matières premières pour les transformer en produits qui deviennent ensuite des déchets. Et ce monde physique obéit aux lois de la physique, et en particulier aux lois de la thermodynamique que connaissait bien Nicolae Georgescu-Roegen, parce qu'il avait fait des études de la thermodynamique, et en particulier à la deuxième loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie, qui nous dit que les 30 litres de pétrole que nous avons mis dans le moteur, dans le réservoir de notre voiture, n'est-ce pas, ne disparaissent pas. Les molécules, elles sont brûlées, les molécules sont dispersées dans l'atmosphère, mais nous n'aurons plus jamais ces 30 litres de pétrole pour les remettre dans la voiture. On est passé, comme on dit, d'une basse entropie à une haute entropie, comme disent les physiciens, et autrement dit, le processus économique n'est pas réversible comme la mécanique de Newton. Nous produisons, mais en produisant, nous détruisons. Et ce que nous avons détruit, nous ne l'avons plus. Et par conséquent, notre système est basé littéralement sur la prédation de la planète. Et par conséquent, ce système, c'est-à-dire notre société, que j'appelle société de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance, comme notre société? C'est une société qui s'est laissée phagocyter, plus ou moins parce que certaines sociétés le sont beaucoup plus que d'autres. Je pense aux États-Unis, on peut dire qu'aux États-Unis, mais aussi en Europe de l'Ouest, l'économie de croissance a totalement dévoré la société. Ça n'est pas le cas en Roumanie, c'est encore moins le cas pour les pays d'Amérique latine ou pour les pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, justement, avec la mondialisation, on peut dire que la mondialisation, c'est la mondialisation de la société de croissance. Donc elle est phagocytée par une économie de croissance, c'est-à-dire une économie qui n'a pour objectif que la croissance pour la croissance. Non la croissance pour satisfaire les besoins, ce qui serait très raisonnable, mais la croissance parce que la société a besoin de produire toujours plus, donc consommer toujours plus, vendre toujours plus. Alors elle est basée sur une triple illimitation de la production. Seulement, illimitation de la production, ça signifie illimitation dans la destruction des ressources naturelles renouvelables, ça encore aller, mais aussi non renouvelables. Et si on produit de façon illimitée, il faut consommer aussi de façon illimitée. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que la nature ne nous a doté que d'un estomac limité. Pour consommer de façon illimitée, il faut qu'on nous crée des besoins artificiellement, et toujours plus de besoins, et toujours plus artificiels. Alors comment c'est possible? Alors c'est possible par trois phénomènes, ce qui sont la publicité, ou maintenant on dit le marketing, qui a pour objectif de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas. Et donc, par conséquent, nous ne vivons pas dans une société d'abondance, mais dans une société de frustration. Et en même temps, le deuxième pousse au crime, je dirais, c'est le crédit, parce qu'il se trouve que tout le monde n'a pas les moyens de satisfaire ces consommations que la publicité nous a fait désirer. Et d'abord, il existe des organismes dans cette société de croissance, dans ce capitalisme avancé, des organismes philanthropiques, les banques, qui sont prêts à nous donner de l'argent pour nous faire consommer alors que nous n'avons pas les revenus suffisants. Ils ont même poussé très très loin aux États-Unis ce système, puisqu'ils ont imaginé les crédits ninja. Alors ninja, c'est amusant, c'est le nom des tortues tueuses japonaises, mais là, ninja, c'est l'acronyme de No Income, No Job, No Asset. C'est-à-dire, ils ont imaginé de faire des crédits, de donner des crédits à des gens qui n'ont ni revenus, ni patrimoine, ni travail. Alors, à des chômeurs, on dit « endettez-vous pour acheter votre logement, comme ça vous n'aurez pas de loyer à payer ». Alors ça a marché pendant 10-15 ans à peu près, ça a marché grâce à la magie d'un sorcier extraordinaire, bienfaiteur de l'humanité, qui était
Alan Greenspan. Alors, Alan Greenspan était le responsable de la Fed, c'est-à-dire de la Banque centrale américaine, hein, et pendant 30 ans, il a créé une croissance fictive, une croissance virtuelle, basée sur la spéculation boursière, immobilière, hein, sur la création d'une gigantesque bulle spéculative, une bulle à base de produits dérivés, qui représente encore aujourd'hui environ 20 fois le produit de la planète entière. C'est-à-dire que dans les comptes créditeurs des banques, vous avez donc la capacité d'acheter 20 fois le produit. Là encore, on voit qu'on est dans une mathématiquement, c'est très bien, mais concrètement, il est impossible d'acheter 20 fois une production, il n'y en a qu'une, et donc c'est vraiment, on est dans un système absolument fou. Et le troisième pouce au crime qui permet le fonctionnement de cette consommation illimitée, c'est ce dont on parlera demain et après-demain, c'est-à-dire l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que, effectivement, nous semblons être dans l'abondance parce que nous avons des tas d'appareils électroménagers, le frigidaire, la machine à laver, le téléviseur, l'ordinateur. Ce sont des très belles machines, hein, qui contiennent des métaux rares, qui sont extrêmement sophistiquées. Et justement, plus elles sont sophistiquées, plus elles sont fragiles. Et alors on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, et souvent un temps de plus en plus court, 2 ans, 3 ans, 5 ans maximum, ces équipements tombent en panne. Alors nous avons encore la mémoire de nos parents ou nos grands-parents qui, en mettant toutes leurs économies bout à bout, réussissaient finalement à acheter une voiture ou à acheter un frigidaire, mais c'était le seul frigidaire, la seule voiture qu'ils achetaient de leur vie. Maintenant, il faut en changer tous les 4 ans, tous les 5 ans. Le fait d'avoir dans sa vie utilisé 20 voitures ou d'avoir utilisé 20 frigidaires ou 30 ordinateurs ne nous donne pas 30 fois la même satisfaction ni 20 fois la même satisfaction. Non, c'est toujours la même satisfaction, mais on a consommé 20 fois plus de matières premières, on a détruit la planète 20 fois plus vite. Et donc l'obsolescence programmée, c'est effectivement le fait d'introduire dans les équipements un élément technique de fragilité qui oblige le consommateur à renouveler cette consommation, d'autant qu'on ne trouve plus de pièces détachées, on ne trouve plus d'artisans pour réparer, et donc c'est comme ça qu'on jette énormément, et ça c'est la troisième illimitation de la production, illimitation de la consommation, illimitation des déchets, hein, qui sont un cauchemar. On connaît le cauchemar de la ville de Naples envahie par ces déchets, mais ce cauchemar, il est maintenant planétaire. Tous les pays de la planète vivent le cauchemar des déchets dont on ne sait plus que faire. Mais l'accumulation illimitée de déchets signifie, en fait la pollution de l'air, parce que tous ces produits qui se diffusent à travers le carburateur des voitures, les émissions des fumées toxiques, etc., fait que l'air, partout sur la planète, même sur les sommets des montagnes, l'air est toxique. Il contient au minimum de l'ozone et des centaines de particules fines qui sont génératrices de cancer et qui sont génératrices moins grave, mais moi je suis tous les ans attaqué par des pneumopathies, des bronchites, de l'asthme, hein, et maintenant il y a des enfants qui naissent avec l'asthme, ce qui est une chose assez incroyable. Bon, et c'est aussi la pollution de l'eau, donc il devient, moi je suis breton, et bien je suis l'un des derniers probablement à avoir goûté le goût des sources de mon pays natal, qui avait un goût extraordinaire. Eh bien, il n'y a plus une nappe phréatique buvable en Bretagne. Tout est pollué par le lisier de porc, parce que nous sommes devenus les plus gros producteurs de cochons. Hein. Et donc, entre les engrais chimiques, les pesticides, toute l'eau est empoisonnée. Donc, nous devons boire de l'eau produite industriellement de façon artificielle par des marchands d'eau, Veolia, etc., qui nous vendent de l'eau à un prix très cher. Donc l'eau qui était un don gratuit de la nature devient maintenant une marchandise de plus en plus coûteuse et de plus en plus rare, l'eau buvable.
Et enfin, c'est l'élimitation de la pollution de la terre qui est bourrée de produits toxiques, hein, en particulier avec ces pesticides qui sont un véritable poison. D'ailleurs, le mot même, c'est-à-dire des biocides qui tuent la vie. Donc ça tue la vie du sol, ça tue tout ce qui fait vivre le sol, et ça empoisonne ensuite, parce que ça se retrouve dans ce que l'on mange, ça empoisonne ensuite les individus. Comme je viens de lire dans le journal, donc il y avait un procès aux États-Unis contre Monsanto, accusé par des agriculteurs d'avoir engendré des maladies, et le gouvernement américain a fort opportunément déclassé des milliers de documents internes de Monsanto qui montrent que Monsanto savait très bien depuis très longtemps que le glyphosate, qui est à la base de son produit phare, qui est le Roundup, hein, est un perturbateur endocrinien qui cause des dégâts considérables au moment même où, grâce à son lobbying, la Commission européenne venait de décréter qu'il n'y avait pas de preuve que le glyphosate était toxique. Hein, donc voilà la situation où on en est. Alors, le projet, et je vais conclure ma première intervention là pour ne pas abuser de votre temps, parce que je crois que ça fait déjà un moment que je parle. Le projet de la décroissance, donc, comme ce que signifie son nom, c'est de sortir du paradigme de la croissance pour la croissance, donc pas sortir, bien évidemment, il ne faut pas prendre le mot décroissance à la lettre, il ne s'agit pas de faire décroître tout et n'importe quoi, il faut au contraire faire croître la qualité de vie, précisément la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la joie de vivre, hein, qui sont des choses qui sont détruites aussi, parce que cette société de croissance toujours plus a aussi des conséquences extrêmement négatives sur l'homme, hein, et sur le fonctionnement de la société. Ça détruit le tissu social, c'est-à-dire que les relations sociales disparaissent, ça accroît le stress. On parle de plus en plus pour les cas de burn-out, hein, ils sont complètement détruits, et ça crée des dégâts psychologiques terribles. Donc il s'agit de sortir donc, du cauchemar de cette illimitation, ce qui est le problème, le principal point problématique de cette société et de cette économie, c'est qu'elle est basée sur l'illimitation, c'est-à-dire le toujours plus, alors que nous sommes condamnés, pour le meilleur et pour le pire, à vivre avec une planète qui est à 151 milliards d'hectares, pas plus, et par conséquent, nous avons à notre disposition une quantité d'espace bioproductif limité. Les experts calculent environ 2 hectares, puisque les 51 milliards d'hectares ne sont pas tous des espaces bioproductifs. On comprend bien que le sommet des montagnes ne permet guère qu'aux alpinistes de jeter leurs canettes de bière, mais ce n'est pas très utile. Le fond des océans servait aux soviétiques à mettre leurs déchets nucléaires. Bon, mais pour nourrir l'humanité, pour la faire vivre, et l'espace vraiment utile peut être réduit à environ 11 ou 12 milliards d'hectares, ce qui fait que si nous étions 6 milliards, on est un peu plus, nous aurions 2 hectares par personne d'espace bioproductif. Le problème, c'est que si les Burkinabés du Burkina Faso consomment moins d'1 hectare par tête, les Américains en consomment 10, et nous, les Roumains, je ne sais pas exactement, j'aurais pu regarder dans mes fiches, mais les Français, en tout cas, c'est environ 5 hectares. Je pense que les Roumains sont un peu moins, mais c'est sûrement plus de 2 hectares. Voilà. Donc il nous faut inventer un futur soutenable, hein, un futur qui permette à nos petits-enfants, à nos enfants, et même à nos petits-enfants de vivre sur cette planète que nous avons saccagée, il faut bien dire, et que nous avons la responsabilité, au moins, de reconstruire ou de rendre encore vivable pour une période le plus longtemps possible. Et donc c'est ça le projet de la décroissance, rendre à nos enfants et à nos petits-enfants un futur possible,
ce que j'appelle une société d'abondance frugale. Et je terminerai là-dessus. Abondance frugale, alors j'ai dit que le développement durable était le plus bel oxymore inventé par le génie humain, parce que le développement n'est pas durable. Alors vous allez me dire, mais l'abondance frugale, c'est encore un oxymore. Non, ça n'est un oxymore que parce qu'on nous a... La propagande nous a inculqué que nous vivions dans une société d'abondance, alors que nous vivons dans une société de gâchis, mais le gâchis, ce n'est pas l'abondance, et dans une société de frustration. Et je vous l'ai expliqué à travers la publicité. Alors, la condition pour vivre dans l'abondance, c'est de savoir se limiter, parce que quand les normes sont franchies, il n'y a plus de limite, comme on dit en français. Et donc, se limiter, c'est la frugalité. La frugalité est la condition de l'abondance, et les sociétés, beaucoup de sociétés traditionnelles, sociétés antérieures à la modernité, avaient cette philosophie. Je pense à Épicure, par exemple, qui disait « Celui qui ne se satisfait pas de peu ne se satisfera de rien ». Et pour conclure, je dirais que le vrai théoricien de la décroissance, c'est le Mahatma Gandhi, qui disait « La planète est assez grande pour satisfaire les besoins de tous, mais sera toujours trop petite pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. » Merci.